Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. C'est la deuxième vidéo que je poste. Aujourd'hui, comme tu as pu le voir dans le titre, il s'agit des meilleures lectures que j'ai faites en 2023. Donc il y aura d'abord une partie avec les romans et quelques graphiques que j'ai vraiment beaucoup appréciés, et je terminerai par les livres qui m'ont vraiment marqué et que je retiendrai, je pense, encore longtemps. Évidemment, il y en a quand même pas mal, je ne vais pas m'appesantir sur tous les livres parce que ce serait vraiment trop. Donc je ferai un très court résumé, parce que sinon ça va être impossible à tenir. Ce que je voudrais aussi te dire avant de commencer, donc c'est par rapport à des petites statistiques et un petit bilan de quelle lectrice je suis. Je t'en parlais dans la présentation, mais je vais vraiment dans pas mal de genres. Il faut savoir que je suis une grande lectrice et donc je lis beaucoup de livres. Pour l'année 2023, j'ai lu 447 livres. Alors c'est pas du tout une compétition, ici ça me donne un repère. Je n'ai jamais autant lu de ma vie, mais depuis quelques années, j'accorde vraiment beaucoup plus de temps à la lecture qu'avant. J'ai toujours lu, depuis que je sais lire, je lis, et je lis beaucoup. Puis il y a eu des phases où j'ai lu un petit peu moins, mais j'ai toujours lu. Et là, depuis quelques années, depuis la Covid, je lis vraiment beaucoup plus, et j'ai décidé de prendre tout le temps possible pour lire, ce qui explique ce nombre. Alors 447, c'est manga graphique compris. J'ai lu les différentes statistiques émises par Livre Addict, et donc très vite fait, j'ai quand même lu sur ces 447 livres 28% de graphiques manga. Donc ça explique aussi le grand nombre, donc on est à 320 romans. Et de ces romans, j'ai lu 16% de contemporains, 21% de science-fiction fantastique, fantasy, 15% de thriller policier, et alors un petit pourcentage qui varie entre 2,5% et 7%, et 3% plutôt, pardon, pour tout ce qui est drame classique, historique. Voilà, donc comme tu peux le voir, je balaye assez large, parce que évidemment je vais toucher un peu tous les genres, même si c'est 1 ou 2 livres par année. Cette année, j'ai lu la duologie de Becky Chambers, donc aux éditions La Talente. C'est donc une prière, ça c'est le deuxième évidemment, hop, pas de chance, je recommence pour le premier tome. C'est donc un psaume pour les recyclés sauvages, et le deuxième tome, c'est une prière pour les cimes timides. C'est une histoire de moines et de robots, on est dans une utopie, on est vraiment dans quelque chose de très positif et ça fait beaucoup de bien. Au niveau de l'histoire, nous suivons un moine de thé qui s'appelle Dex, qui fait la rencontre d'un robot, c'est Omphale. Et donc là, il y a vraiment toute une réflexion sur ce nouveau monde, sur cette rencontre entre les hommes et les robots. Comment est-ce qu'ils peuvent accéder finalement à... Quel est leur but dans la vie? Comment accéder au bonheur? Et donc on est sur ces questions-là. Et ici, c'est fait d'une manière qui est extrêmement simple, extrêmement douce. C'est très poétique, mais très accessible. Et je trouve que ce sont des lectures qui se gardent en mémoire et qu'on embarque avec nous très longtemps. Donc voilà, ça, ce sont d'excellentes lectures que j'ai faites cette année. J'ai lu cette année également de Jean-Laurent Del Socorro, Royaume de vent et de colère. C'est une saga de fantasy. Là, on est vraiment sur le tome principal. Là, on est à Marseille, on est au XVIe siècle. On a un fond historique, ce qui est assez super avec Jean-Laurent Del Socorro d'ailleurs, puisqu'à chaque fois on a une dimension historique, et ça c'est très appréciable aussi. On a des personnages qui sont super forts, on a une histoire très immersive dans laquelle on est plongé dès le début. C'est assez admirable la façon dont il, en très peu de pages finalement, il peut nous dresser un portrait très complet, très to the point, et ça c'est vraiment génial parce qu'on a un plaisir de lecture quasiment immédiat, on comprend là où il veut nous amener et on est directement avec les personnages. On est donc ici dans ce roman, on suit plusieurs personnages qui sont réunis dans une auberge finalement, et alors on apprend comment ils en sont venus à être dans cette auberge, quel est le lien entre eux, ce qu'ils font. Voilà, j'en dis pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir ce roman et sa plume. J'ai également lu cette année
Des souris et des hommes de John Steinbeck. La traduction, est-ce que c'est noté ici? C'est traduit par Maurice Edgar Cointreau et on est aux éditions Folio. C'est évidemment un grand classique. Nous avons deux protagonistes, Lenny et Georges, et on apprend qu'ils sont partis d'un endroit parce que ça s'est mal passé et ils cherchent un autre travail et un autre logement. Pour moi, j'ai eu énormément d'émotions avec ce livre. C'était très fort au niveau de l'émotion et au niveau du relationnel entre ces deux personnages. Donc voilà, ça c'est un livre que j'ai énormément apprécié. J'ai également beaucoup apprécié King Kong Theory de Virginie Despentes. Là, c'est au livre de poche. Alors, c'est un essai, donc difficile de le résumer. Il parle des femmes, elle parle du viol, elle parle de la prostitution, elle parle de la féminité, du fait d'être femme. Voilà, je ne vais pas tout résumer là, mais c'est extrêmement intéressant, extrêmement brut. Et je trouve que ces propos ont le mérite d'être originaux. Ils nous forcent à réfléchir, à se poser des questions sur ce qu'elle aborde, parce que, et pour moi c'est ça la force de cet essai, c'est qu'il nous montre qu'on peut penser différemment, qu'on peut envisager les choses d'une autre manière. Et ça, c'est toute la force pour moi de Virginie Despentes. Et elle le fait en criant, en exprimant en tout cas avec beaucoup de poigne ce qu'elle veut dire et ce qu'elle a à dire. Et chez moi, c'est bien passé. J'ai également lu cette année Je serai le feu. Alors ici, c'est de Digli. C'est aux éditions La Ville brûle. Il y a toute une... alors, j'espère que vous le verrez bien à l'écran, mais donc il y a à chaque fois, par catégorie, des poétesses, oubliées ou non, que Digli a choisi. Donc c'est son anthologie des poétesses, en fonction des différentes catégories, de qui elle a voulu mettre en avant. Et donc à chaque fois, on a voilà, une illustration de sa part, un petit résumé et des informations un petit peu biographiques, plus le pourquoi elle a choisi, ou qu'est-ce qui lui a plu chez cette poétesse, et puis alors quelques petits poèmes choisis par Digli. Ce que j'ai adoré, c'est que la poésie n'est pas toujours accessible, ne l'est toujours pas plus, mais grâce à cet ouvrage, on a vraiment un aperçu de plusieurs poétesses. Ça nous permet par petites doses de picorer, et puis de pouvoir vraiment faire son shopping et se dire « Ok, ça me parle ». Ça nous permet vraiment d'avoir un petit aperçu quand même de pas mal de poétesses et de pouvoir par la suite approfondir ses connaissances et peut-être avoir vraiment un gros coup de cœur pour quelqu'un qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas. J'ai beaucoup aimé de James Baldwin et Raoul Peck aux éditions 10-18 « I am not your negro » avec le super accent que j'ai. Alors, ici, c'est aussi très intéressant parce que ce n'est pas une histoire, c'est pas vraiment un essai, mais il y a une volonté de Raoul Peck, qui est cinéaste, de reprendre un petit peu des différents textes, différentes photos sur différentes thématiques et de nous faire mieux comprendre le contexte dans lequel James Baldwin a évolué. Voilà, ça c'était vraiment très très riche aussi. Même si c'est très court, que ça se lit vraiment très bien, pour moi c'était très fort et très poignant. Ce que j'ai adoré également, c'est donc Les Sentiers des Astres. Ici c'est le tome 4, mais c'est ma lecture actuelle. En 2023, j'ai lu les tomes précédents. Alors difficile ici de vous résumer. Donc c'est de Stéphane Plateau, qui est belge. Les Sentiers des Astres, c'est normalement en 4 tomes. Là, c'est aux éditions J'ai lu. Alors, au niveau de l'histoire, on est encore de nouveau en plein dans la fantaisie. On a l'expédition de Rana, qui est le capitaine. On a un environnement, un univers à mi-chemin entre les mythologies nordiques, avec un peu de celte, une création. Enfin, c'est pas quelque chose qui existe, évidemment. Il y a plusieurs inspirations. C'est vraiment assez bien fait. La langue est super belle. Elle est très châtiée aussi, mais elle est poétique. On a vraiment des personnifications, des arbres, des éléments. On est beaucoup dans la nature puisque on est sur ces gabarres et donc on est en pleine forêt. On a des personnages qui sont très forts aussi, qui sont bien détaillés. C'est vraiment très très riche. À chaque fois on a 600 pages par tome, donc on explore vraiment toutes ces dimensions. Alors, j'ai également
Aimer Sinestra. Ça, c'est de Armelle Carbonel. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Donc là, elle est française. Au niveau de l'histoire, Sinestra, c'est vraiment un personnage à part entière, puisque Sinestra fait référence au Val Sinestra. On est en Suisse en 1942, donc on est dans tout ce contexte évidemment de Seconde Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui arrivent dans ce Val. Ils ont le sentiment d'avoir échappé à la guerre et d'être sauvés. Et puis on va voir si c'est le cas, ou bien si Sinestra est plutôt un enfer qu'un paradis. Ça, je vous laisserai découvrir. Ce que je peux te dire également sur ce livre, c'est que c'est... Alors, je pense que tu l'entendras, mais c'est un petit peu le point commun. C'est aussi une écriture qui est extrêmement, pour moi, poignante. C'était très fort, les personnages étaient très forts. On a un scénario qui pour moi, tient la route. La maison, en tout cas le domaine, est un personnage en tant que tel. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on est aussi dans une ambiance qui peut être très anxiogène. Donc voilà. Ça fait partie de mes bonnes lectures de cette année. Ensuite, j'ai lu Après nous, les oiseaux, également de Raquel Aslund. Et là, si je ne me trompe pas, elle est danoise. Oui, elle est danoise. Et c'est aux éditions Ailleurs et Demain, Robert Laffont. On est cette fois-ci dans un post-apo. Donc, le monde est en ruine et il ne reste plus qu'une survivante. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce post-apo parce que nous avons le point de vue d'une personne, donc on est vraiment dans son intimité, on est dans la psychologie du personnage. C'est aussi une écriture qui est extrêmement poétique et donc il faut vraiment se laisser porter parce qu'au début on ne comprend pas trop ce qu'il en est, on n'a pas toutes les clés dès le départ, il faut avancer petit à petit dans cette histoire pour comprendre et puis après on est porté. Comment survivre dans cette nature et comment retrouver ses repères. Voilà. Donc ça, c'était un excellent livre également. Mais bon, ça je pense que je vais le dire souvent parce que c'est un petit peu ce que j'ai vraiment adoré. Sur le nombre de lectures que je vous ai exposées, ben, voilà, il y en a quand même pas mal qui étaient très très bonnes. Alors, j'ai également lu La Cité diaphane d'Anouk Faure. C'est aux éditions Argile. Et ici, il y a également différentes illustrations. Je vais essayer d'en... Voilà. Hop. Tout ça. Voilà. Il y a des illustrations qui ont été réalisées par Anouk Faure également. Alors ici, on est dans la fantaisie. On est... Alors je regarde, parce que ça fait aussi longtemps, c'est la cité Roche-Étoile, qui était vraiment une cité riche et opulente. Puis il s'est passé quelque chose. Et après cet événement, l'archiviste d'un royaume d'à côté se rend dans cette ville parce qu'il veut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc on y suit ces différents personnages. On est dans une ambiance gothique, noire. On est avec des personnages gris qu'on ne comprend pas très bien. On est dans quelque chose de bien exploité au niveau de l'ambiance. Et c'est un tome qui se clôt. Et donc on a vraiment les différentes réponses et on a tout est bien ficelé. Alors, j'ai lu La femme de Gilles de Madeleine Bourdoux. Donc ici c'est une autrice belge. C'est aux éditions Zoé Poche. Et l'histoire ici, alors tout est dans le titre, on suit vraiment une femme qui se définit comme la femme de Gilles. Et donc on est vraiment là au cœur de son intimité parce qu'on est dans ses pensées, on est dans le relationnel entre elle, son mari et les membres de sa famille. Et on est vraiment entraîné dans cette histoire et dans la manière dont elle gère cette relation avec son mari et avec les autres. C'est un petit livre très fort parce que Madeleine Bourdoux arrive vraiment bien à nous transmettre toutes ses pensées, j'ai envie de dire tout ce mal-être en fait, tout cet amour qu'elle peut avoir et puis tout le mal-être qu'elle peut également avoir par la suite. En tout cas, comment elle peut se sentir. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Alors, j'ai lu Du thé pour les fantômes. Ça c'est un livre écrit par Chris Vuklisevich. C'est donc l'autrice qui a écrit Dernier jour d'un monde oublié. C'est aux éditions de Noël Lune d'encre. On est sur de la fantaisie. Alors ici, on est sur l'histoire de deux sœurs, Agonie et Félicité.
Agonie, c'est une sorcière et Félicité, elle est passeuse de fantômes. L'intérêt de cette histoire, c'est qu'on a ces deux points de vue. On a celui d'une sœur à qui tout réussit et celui d'une sœur à qui, comme le nom l'indique, Agonie, a été un peu moins appréciée par sa mère en l'occurrence. Et donc c'est une histoire de famille, une histoire de sororité, une histoire pour comprendre d'où on vient, qui on est et vers quoi on veut aller. C'est une écriture qui est très particulière, il faut vraiment rentrer dedans. Moi j'ai beaucoup aimé et vu que l'écriture n'a pas été un obstacle, j'ai pu évidemment me laisser porter par l'histoire. Voilà. On est également dans un salon de thé et vous l'aurez compris, vu le nom de ma chaîne, le thé fait également partie de ce que j'apprécie. Voilà. Je passe au suivant. J'ai beaucoup aimé Légende de David Gemmell aux éditions Milady. Il est anglais. Et donc ça a été traduit par Alain Nevant. Nevant, je ne sais pas comment est-ce qu'on le dit. Alors, on est sur de la fantaisie. On est sur une forteresse qui s'appelle Dros Delnoch. Dans cette forteresse, la forteresse est attaquée. Et donc on est vraiment sur des personnes. Le pourquoi est-ce qu'on attaque cette forteresse, qui la défend, qui l'attaque, quels sont les liens entre les différents personnages. Et donc là encore, c'est quelque chose de très fort parce que dès le début, David Gemmell nous emmène. J'ai été hyper embarquée, mais dès les premières pages, c'était hallucinant comme je vibrais avec les personnages, j'étais dans l'histoire, je voyais tout ce qui arrivait, j'étais vraiment prise et j'ai pas pu lâcher ce bouquin. Ça a été un des plus gros plaisirs de lecture de cette année 2023. Et je me suis vraiment dit en refermant le livre, parce que c'était mon premier Gemmell, je me suis dit mais c'est dingue comme il écrit de manière immersive, c'est génial. Voilà, j'ai ressenti énormément d'émotions avec eux, j'étais vraiment, je ressentais les enjeux, il n'épargne pas ses personnages non plus, donc voilà, vraiment c'est quelque chose qui était extrêmement plaisant à lire et de très fort au niveau des personnages. J'ai également lu Vie et mort de Harriet Frein de May Sinclair. Donc elle est anglaise, c'est aux éditions Cambourakis, des éditions que j'adore d'ailleurs, parce qu'il y a à chaque fois une originalité dans ce qu'ils proposent. Ici, on est dans l'époque victorienne, on suit Harriet et comment est-ce qu'elle va s'approprier ou non sa vie. Voilà. Et ça, j'ai trouvé qu'effectivement, le personnage d'Harriet était extrêmement bien dépeint, en peu de mots, avec une écriture qui était extrêmement simple mais percutante, et c'est ce qui fait finalement un bon livre. Alors, il y en a encore quelques-uns, mais bon, ça avance et je vois que ma pile diminue, donc c'est pas mal. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre thé, votre chocolat chaud ou votre eau, ou rien, mais que ce n'est pas trop lassant. Alors, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Blizzard, de Marie Vintras, et ça c'est aux éditions Point. Alors ici c'est un roman choral, on suit plusieurs personnages qui sont pris à un certain moment dans le blizzard, et donc ce qui se passe c'est que le blizzard apparaît, un garçon disparaît et on a le relationnel entre les différents personnages, les différents enjeux des personnages et voilà, comment est-ce que, vers où ça va les mener. Et là aussi, c'était un petit roman très très fort dans lequel on est aussi pris. C'est vraiment le point commun, je pense, que quand un livre me plaît, c'est qu'il a su me happer au niveau de l'ambiance et qu'il a su me happer au niveau de l'histoire, avec des personnages forts et souvent un propos qui nous force à... qui laisse un impact. J'ai lu cette année Terre-Mère, alors pas tout, j'ai lu les 2 premiers tomes de Ursula Le Guin, ou Le Guin. On est au livre de poche, et là on est dans de la fantaisie également. C'est traduit par plusieurs personnes. Donc voilà, il y a Jean Bellach, Isabelle de Lord-Philippe, Pierre-Paul Durastanti, Patrick Dussoulier, Sébastien Guillot, Philippe R. Hupp et Françoise Maillet. Voilà. C'est également une intégrale avec plusieurs illustrations. Ici, on est sur un lieu qui s'appelle Terre-Mère, comme le nom l'indique. On suit les aventures de Goethe, qui est
au départ un jeune garçon qui est gardien de chèvre, et puis on le voit évoluer. On est en plein école de magie, apprentissage, rencontre avec d'autres personnes, prise de conscience de qui il est, enjeux personnels et réflexion sur qui il a envie d'être. Et pour moi, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui a été très fort dans ce roman, parce que c'est très simple, on est tout de suite dans l'intrigue, donc c'est un univers qui est riche, qui est bien construit, même s'il n'y a pas 1000 détails, c'est pas aussi construit que les Sentiers des Astres, enfin c'est pas aussi fourni que les Sentiers des Astres. Par contre, c'est très pur dans sa simplicité. Pour moi, c'est un livre qui va à l'essentiel et qui permet d'avoir quelque chose de cohérent au niveau de l'univers et des personnages, mais on a l'impression quand on termine le livre que ça a été réfléchi et que vraiment elle sait où elle voulait nous mener et comment on devait se sentir quand on refermait le livre. Et pour moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai cette année lu La planète des singes de Pierre Boulle aux éditions PKJ. Ici, on est sur donc un écrivain français, un grand classique de science-fiction. On a un professeur, enfin on a 3 personnes, on a le professeur Antel, Arthur Levin et Ulysse Mérou qui quittent la Terre, qui arrivent sur une planète et ils découvrent que ceux qui dirigent la planète, eh bien ce sont des singes. Voilà, je pense que la plupart, enfin que tu connais l'histoire. Mais donc on est dans quelque chose de très court, de très bien réalisé, parce que, encore une fois, on arrive très vite à comprendre avec qui on est, où on est et quels sont les enjeux. Et ça, c'est super bien fait. Pour moi, le grand point fort de ce livre, c'est le dénouement. Et rien que pour ça, je pense que c'est vraiment à lire, parce que ça a été une grande réussite. Alors, j'ai également découvert ce tout petit essai de Henri David Thoreau, qui est La désobéissance civile. Donc c'est vraiment tout petit. On est aux éditions Gallmeister, enfin Totem de Gallmeister. Ici, on est avec les propos de Thoreau lui-même, qui en fait a été emprisonné parce qu'il a refusé de payer un impôt. Pour moi, ça, ce sont des petits livres aussi qui peuvent changer une vie, ou en tout cas qui ont un impact. Pour moi, ça en a eu un, parce que la désobéissance civile nous fait prendre conscience que parfois, si on ne s'engage pas activement, eh bien on peut jouer un rôle négatif alors qu'on ne voulait pas jouer un rôle négatif. Et donc, ça remet en perspective, je trouve, les interactions qu'on peut avoir et les choix qu'on peut prendre dans la vie. Voilà, ça c'était une petite révélation de cette année. J'ai lu également en 2023 3 tomes du Trône de Fer. Donc là c'est le tome 4 parce que c'est là où j'en suis dans la saga. C'est donc le Trône de Fer de George R.R. Martin. On est dans de la fantaisie. Bon, évidemment là, vous connaissez, on est aux éditions J'ai lu, pardon. Dans les 3 premiers tomes, évidemment, on a aussi une kyrielle de personnages. On est dans un univers qui est extrêmement complexe puisqu'il y a 7 couronnes. On est dans tout un univers avec énormément de conflits politiques, de trahison, d'alliance. On est sur des personnages qui sont très attachants, on vibre avec eux, il y a des personnages qui meurent, il y a plein d'enjeux, donc vraiment c'est extrêmement riche, c'est extrêmement bien fait. Parfois évidemment on doit s'accrocher parce qu'au niveau de la politique ou bien des personnages et les filiations entre les personnages, ça peut être un peu compliqué à suivre, mais sinon dès qu'on est dans l'action, dès qu'on est avec les personnages, vraiment ça se lit tout seul et ça se dévore. Alors, on arrive presque à la fin de Belle Lecture. J'ai lu également Lien de sang de Octavia Butler, c'est aux éditions Au Diable Vauvert. Alors là, on est sur de la fantaisie un peu historique. Alors ça a été traduit par Nadine Gassier et réactualisé par Jessica Shapiro. Dans Lien de sang, on est aux États-Unis, on est avec une femme noire qui vit au XXIe siècle et qui se retrouve propulsée en fait au temps de l'esclavage. Et donc là, on a non seulement ce contexte historique, mais en même temps les liens, la filiation qu'elle peut avoir puisqu'elle se retrouve transportée chez un de ses ancêtres. Et donc il y a toute cette réflexion aussi de qui on est, d'où on vient et de où on a envie d'aller. Donc les liens de sang, c'était vraiment une histoire qui était magnifique.
J'ai lu Malou d'Ivray de Gwen Guilin aux éditions Folio SF. Elle est française et à la base c'est publié aux éditions du Penseur. J'adore cette édition, alors du coup j'en profite pour glisser un petit mot sur cette édition. On est dans de la fantaisie, mais dans une fantaisie qui est assez particulière parce que on a cet univers, mais on a toute une grosse réflexion sur le langage, sur le récit, sur la véracité d'un récit ou sur le mensonge d'une histoire. On est vraiment sur ces questions-là, dit non dit, de où se cache la vérité. Un prince arrive dans une ville et ce prince a un lien avec la personne qui élève Malou. Et on essaie de voir un petit peu pourquoi, quel est-il, d'où il vient et quels sont ses liens. Voilà pour ce livre. Le prochain livre que je veux te présenter, c'est L'oiseau bariolé de Jerzy Kosinski. Le livre a été traduit par Maurice Pons et il est aux éditions J'ai lu. On est ici sur un classique, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. L'histoire, c'est un garçon de 6 ans qui est envoyé par ses parents dans la campagne pour qu'il puisse être préservé de la Seconde Guerre mondiale et ne pas être déporté ou tué. Dans l'histoire, il arrive, en tout cas le petit garçon arrive dans un village, il est élevé par une femme et là on suit vraiment toute son aventure. C'est quelque chose de très fort, de très dur. Il ne nous épargne pas, c'est extrêmement brut. Donc L'oiseau bariolé, que j'ai énormément aimé. Alors, j'ai lu Comptine mortelle de Anthony Horowitz. Et ça, c'est aux éditions du Masque. Il est anglais. Ici, on est dans une histoire... en fait, c'est un roman dans un roman. On suit une éditrice qui lit le roman d'un de ses auteurs, donc un auteur qu'elle édite. Cet auteur écrit des romans à énigmes à la Agatha Christie, donc on est vraiment dans des références et on voit qu'il y a vraiment cet attachement et ces petits clins d'œil à l'univers d'Agatha Christie, que ce soit au niveau de ses personnages, au niveau d'Hercule Poirot, au niveau des noms également. On a des références à Sherlock Holmes. C'est un livre pour les amateurs de ce genre-là et c'est très bien fait. C'est très malin aussi avec cette construction de roman dans le roman parce qu'on est d'abord dans le premier roman à énigmes et puis on revient. Je vous laisse découvrir évidemment comment c'est fait, mais c'était pour moi très très bien fait, très immersif, des petits côtés très drôles aussi, avec un plaisir de résoudre une énigme à la fin aussi, comme ce qu'on apprécie dans les romans d'Agatha Christie. J'ai également lu, là très récemment, ça fait partie des lectures de décembre, Demain et demain et demain, de Gabriel Zévin, et là c'est traduit par Aurore Guitry. C'est aux éditions Fleuve. On est sur une romance, mais une romance qui n'est pas une romance traditionnelle. Ce sont deux personnages, on a Sam et Sadie, qui étaient amis depuis qu'ils ont 11 ans. Ils sont tous les deux amateurs de jeux vidéo et on les suit dans leur vie. C'est un roman sur l'amitié, l'amour, sur comment est-ce qu'on peut se séparer, se retrouver, comment est-ce qu'on gère les différents liens qu'on a avec les gens, et puis aussi tout ce qui est comment travailler, comment persévérer, comment vivre et travailler de sa passion. Donc il y a plein de thèmes qui sont abordés également dans ce livre. J'ai lu d'Elspeth Barker, Le chant des soupirs, aux éditions du Livre de Poche et avec une traduction de Jean Esch et une introduction de Maggie O'Farrell, qui adore le livre. Ici, on est en Écosse, on est au milieu du XXe siècle, on est dans une ambiance victorienne, on est avec l'héroïne Janet, qui a 16 ans. Le début s'ouvre avec l'assassinat de Janet. On n'est pas sur un roman policier, donc l'objectif n'est pas de découvrir qui a tué Janet, mais qui de savoir qui est Janet et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Donc on est vraiment dans un petit roman avec une ambiance gothique. Ils sont dans un manoir, enfin ils habitent dans un manoir. On a vraiment l'évolution de ce personnage, comment est-ce qu'elle peut se construire, comment est-ce qu'elle peut faire sa place au sein de sa famille. Et en fait c'est très simple, Janet est devenue une de mes héroïnes préférées et ça c'est vraiment pour moi le gros point fort de ce livre, c'est son héroïne et sa volonté de s'affirmer et d'exister en tant que personne, en tant que telle, différente des autres et différente de son époque et de sa famille. Voilà, ça c'était Le chant des soupirs.
Il me reste à vous présenter deux graphiques, en l'occurrence deux mangas. Il y a Solanine de Inio Asano, c'est en 2 tomes et c'est aux éditions Kana. Ici on est sur l'histoire de 2 personnes, une fille et un garçon, et on est dans un roman d'apprentissage. On a de très beaux graphismes aussi, je trouve, très doux, très ronds. Je ne sais pas si vous les voyez, en tout cas moi ce sont vraiment des styles que j'aime, c'est assez sobre. On y suit la vie de ces 2 personnages, comment est-ce qu'ils vont se réaliser ou non, comment est-ce qu'ils vont interagir. On a de nouveau une histoire d'amitié, on a une histoire d'amour, on a le relationnel et on a vraiment cet apprentissage de jeunes adultes et comment est-ce qu'ils prennent leur place dans la vie. J'ai trouvé que c'était très émouvant, que c'était très poignant, très bien fait aussi. Donc un bon alliage entre le scénario et le graphisme et ça a été un gros coup de cœur de cette année. Et puis je termine avec, ici on a 2 tomes, c'est Le cauchemar d'Innsmouth. Ça a été illustré par Gutanabe et donc c'est basé sur les histoires de Lovecraft, les nouvelles de Lovecraft. Voilà, ici je ne dois pas vous présenter non plus, on est de nouveau sur un personnage je regarde, c'est Robert Olmsted, on est en 1927. En fait c'est très simple, il doit voyager pour arriver à sa destination, il doit se rendre et passer par Innsmouth. Et là, évidemment, il va tomber sur quelque chose d'assez effrayant. Pour terminer, je voulais absolument te montrer mes énormes coups de cœur de cette année 2023. Le premier, c'est Jenny de Sigrid Undset. Elle a eu le prix Nobel, c'est aux éditions Cambourakis. Ça a été traduit par Marthe Metzger et Sigrid Undset est norvégienne. Ici, on est avec Jenny, on est au début du XXe siècle. C'est une jeune peintre, elle détonne complètement par rapport à son milieu, à sa famille, puisqu'elle veut percer dans la peinture en tant qu'artiste. Elle est indépendante, ce qui est effectivement assez mal vu. Et on est vraiment dans son intimité, on est dans ses relations, les relations qu'elle tisse en Norvège, par la suite en Italie. C'est un roman d'apprentissage parce qu'on voit comment elle peut s'émanciper ou non et les choses qu'elle doit mettre en place pour vivre sa vie de femme. On est vraiment plongé. Jenny est un personnage qui est merveilleusement bien dépeint, je trouve. C'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un de très complexe, d'assez drôle. Les relations sont bien tissées également. Et on a notre contexte du début 20e en Norvège, en Italie. Et je trouvais que c'était vraiment extrêmement bien fait. L'autre roman dont je veux parler, c'est écrit par Maud Mayeras. Ça s'appelle Les Monstres, c'est aux éditions Pocket, pardon. On est sur du policier, donc là elle est française. On y suit 2 enfants qui sont dans un sous-sol, un terrier comme ils l'appellent. Un jour, voilà, ils en sortent. Et j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. Il faut savoir que c'est un roman très noir. C'est un roman qui est très dur, qui a plusieurs trigger warnings, que je ne détaille pas, mais il suffit de me demander si jamais. Dans cette histoire, on apprend le pourquoi, comment ils en sont arrivés là, et finalement ce qui se passe quand ils en sortent. Voilà, c'est extrêmement dur et extrêmement puissant. Donc ça, c'est vraiment pour moi le meilleur des romans policiers, thrillers que j'ai lu cette année. Dans le genre de la dystopie, j'ai adoré lire L'homme qui n'aimait plus les chats de Isabelle Hopi. C'est aux éditions Folio, mais à la base, c'est aux éditions du Penseur. Là, on est sur une petite île. Les habitants vivaient avec des chats, et puis à un moment donné, il n'y a plus de chats. Ils se retrouvent non plus avec des chats, mais avec des chiens, et on leur dit que les chats sont des chiens. C'est extrêmement barré, c'est très court, là aussi, c'est très fort parce que dans les premières pages, on sait tout de suite où on veut nous mener. La couverture est immonde, mais le contenu est vraiment génial. Pour moi, c'est un roman fort parce qu'en peu de mots, il y a un propos, on sait où l'auteur veut aller et quand on referme, on se dit « Ok, c'est ça qu'il a voulu dire, c'est ça qu'on comprend ». En tout cas, moi j'aime aussi quand c'est très lisible et très clair, qui nous fait réfléchir. Donc, L'homme qui n'aimait plus les chats. J'ai également lu d'Alice Smith, Automne, au livre de poche. Là, c'est une autrice qui est
écossaise. Elle a écrit ça, donc c'est au niveau du XXe siècle, et ça a été traduit par Laetitia Deveau. On est sur un petit roman très poétique aussi. On y suit une jeune fille, Elisabeth, qui rend visite à son voisin Daniel, et Daniel est dans le coma. Plein de réflexions. C'est un livre avec des échanges. Donc de nouveau, on est dans la psychologie des personnages, on est dans le relationnel entre Elisabeth et Daniel. On est avec des dialogues qui sont percutants, drôles, avec des réparties, beaucoup d'humour dans ce livre et en même temps beaucoup d'émotions. On a des références à la littérature, à la culture, à la peinture. Donc il y a aussi toutes ces dimensions culturelles qui est très intéressante, qui donne envie d'aller creuser ce qui a été évoqué dans l'histoire au niveau culturel. Et pour moi, ce livre est une ode à la vie. Il m'a beaucoup émue, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup inspiré aussi, et que je vous recommande. Alors, j'enchaîne avec Les Saisons de Maurice Ponce. Là, c'est un auteur français et le roman a été édité aux éditions Titre. Je regarde, mais je pense que c'est édition Christian Bourgeois. Là, on est dans un univers complètement fantaisiste. On est avec Siméon qui arrive dans une ville qui en gros ne comporte que 2 saisons. Soit il pleut, soit il y a un gel bleu qui coule. Et c'est tout. Voilà. Bienvenue en enfer. Dans ce livre, on a énormément d'humour, mais un humour noir, un humour absurde, tout du long. Il faut vraiment se laisser porter, parce que sinon on peut être déboussolé. Mais quand on est dans ce genre d'humour, c'est extrêmement drôle et en même temps extrêmement glaçant vu l'humour noir. Ce Siméon qui arrive là a envie d'être écrivain, donc on a aussi ces réflexions de est-ce que je peux y arriver en tant qu'écrivain, comment il s'intègre à ce village et comment est-ce qu'il évolue et il trouve sa place. C'est génial. C'est un livre qui est extrêmement malaisant parfois, c'est un livre qui reste dans la tête et c'est un livre auquel je pense tout le temps. Là également, il y a une fin que je trouve très appropriée, qui est très réfléchie, qui est très bienvenue. C'est pour moi quelque chose de bien ficelé et qui amène aussi la réflexion. Donc Les Saisons, ça a été une belle découverte. J'ai également adoré la duologie d'Octavia Butler. Donc c'est donc le 3e que je présente parce qu'il y a la parabole du semeur et la parabole des talents. Là je vous présente la parabole du semeur, mais les deux ont été un gros coup de cœur. C'est également Au diable Vauvert. Et si c'est traduit par Philippe Rouard. On est dans du post-apo. On n'est pas très loin parce qu'on est en 2024, en fait je viens de lire. Il y a beaucoup de choses. On a une femme noire aux États-Unis qui vit beaucoup de choses, qui sort de son milieu et qui essaye là aussi de trouver sa voie. Je pense que c'est vraiment une thématique de cette année, mais j'aime énormément quand les personnages réfléchissent sur qui ils sont et là où ils ont envie d'aller. Ici on est dans quelque chose de post-apo classique parce qu'on est immergé dans cet univers. Butler nous explique, en tout cas dans l'histoire, on a les clés de tiens, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et puis comment est-ce qu'ils y vivent, et puis comment est-ce qu'elle sort de là, et comment est-ce qu'elle vit avec les autres, évidemment, dans cet univers un peu barbare, un peu rustre, puisque c'est un peu chacun pour soi. En même temps, c'est quelqu'un, notre héroïne, c'est quelqu'un qui a des idées et qui, à cause de ce qui s'est passé et des relations qu'elle tisse dans sa famille, a envie d'autre chose et donc elle développe également toute une nouvelle religion. C'était génial ici. J'ai lu ce recueil de nouvelles de Ted Chiang, Expiration, aux éditions Folio SF. C'est un Américain et ça a été traduit par Théophile Cerciron. On est sur 9 nouvelles. Pour moi, ça c'est le livre le plus intelligent que j'ai lu cette année. Chaque nouvelle parle des nouvelles technologies. Ça peut être de l'intelligence artificielle, de la mémoire. Il y a vraiment le temps aussi, le voyage dans le temps. Il y a plein de thèmes qui sont abordés. Chaque nouvelle, pour moi, est vraiment faite avec beaucoup d'intelligence. Et je trouvais qu'à chaque fois, le dénouement, chaque fois je bug, le dénouement était extrêmement bien fait, bien recherché. J'ai adoré lire chacune des nouvelles alors que ce n'est vraiment pas mon format préféré. Et là, vraiment, j'ai pris mon pied. Donc j'ai trouvé ça génial. On arrive à mon trio de tête. J'ai lu Le démon de la colline aux loups de Dimitri Rouchon-Bory. Là, on est aux éditions Le Tripode. C'est un Français.
Ici on suit un personnage qui revient sur sa vie. On est aux origines de sa vie, on sait qu'il est enfermé et on a son langage. C'est quelqu'un qui a une déficience mentale. Donc tout le roman est écrit en partant de ce personnage-là. Donc c'est déjà une écriture qui est très particulière parce que d'un côté, on est très proche du personnage puisqu'on est avec lui et en même temps, on a une distance qui s'installe parce que ce retard ou cette déficience intellectuelle fait qu'on est en retrait parce que lui-même est en retrait et ne comprend pas tout. Donc je trouve que ça c'est réalisé avec beaucoup de brio et de manière très subtile. Ici, c'est un livre, c'est le livre qui m'a le plus ému de l'année. Le personnage est tellement bien fait, tellement émouvant, c'est tellement triste, il y a beaucoup de drame, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement fort. On est avec lui, il lui arrive beaucoup de choses parce que les liens familiaux sont toxiques, il y a plein de trigger warnings aussi dans ce livre. Il a une très belle relation avec certains personnages, mais voilà, il a du mal à exploiter tout ça, il se fait embarquer dans des choses innommables. Donc voilà, on est vraiment avec lui et c'est un livre qui est très sombre, avec pour moi quand même une belle lumière à la fin. C'est un livre que je conseille énormément et qui est un incroyable coup de cœur. J'ai ensuite, donc mon deuxième, c'est de Colum McCann, Apeirogon. Ici on est aux éditions 10-18. On est sur alors il est irlandais et c'est une traduction de Clément Baude. Apeirogon, c'est une figure géométrique avec un nombre infini de côtés. C'est une conception très originale parce que il y a plein de petits textes, de petites parties qui sont chaque fois numérotées. On comprend en réalité que ce sont toutes les petites facettes de quelque chose et que chaque paragraphe fait partie d'un ensemble. On est sur le conflit israélo-palestinien. On suit deux familles dont la fille est décédée. C'est basé sur des faits réels. Il y a plein d'éléments réels. C'est un livre qui m'a chamboulée, qui a changé ma façon de voir ce conflit aussi. Je connais très peu sur ce conflit. Ici, on est dans quelque chose de très appréciable parce qu'on est sur les différents points de vue. C'est un livre pour la paix. Et ça, j'ai adoré. Je m'y suis retrouvée vraiment à 100%. Je trouvais ça très intelligent également de la part de l'auteur. Il y avait beaucoup d'émotions parce qu'on est sur l'histoire de deux familles qui perdent quelqu'un de leur famille et en même temps, ils restent focus sur leur objectif, c'est-à-dire on veut la paix. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à aller vérifier les différentes références culturelles qui étaient mentionnées dans le livre. Donc j'ai appris plein de choses et j'ai trouvé que c'était une petite merveille que je vous recommande donc aussi. Et on arrive à mon dernier livre qui est Minuit sur le monde de Jules Pétrichor et ici on est aux éditions du Penseur. C'est donc le troisième que je présente qui vient, le troisième livre des éditions du Penseur, mais c'était vraiment ma belle découverte de 2023. Ici on est sur un monde, alors il faut savoir qu'il est français, c'est un monde qui a été figé sur minuit pile. Donc on a le personnage qui est né en Irlande. Il va voyager, il y a des illustrations dans le texte, c'est une quête de soi aussi, c'est un voyage aussi pour les amoureux des livres, parce que petit à petit, tout au long de son voyage, il y a des références littéraires, des citations, des auteurs qui ponctuent le livre, et c'est un livre pour l'engagement, un livre qui suscite ça aussi, on bouge pas. Je trouve que c'était un livre parfait. C'est un livre que j'ai adoré, j'ai pas de reproche à lui faire tellement c'était bien de bout en bout. Et ça pour moi, ça c'est le coup de cœur que j'ai, c'est le numéro 1 de l'année 2023, Minuit sur le monde. J'espère que tout ça vous a plu. J'espère te revoir très bientôt dans mes prochaines vidéos. Je vais te poser du coup une question. Est-ce que toi aussi tu as eu des coups de cœur pendant l'année 2023? Si oui, tu peux me mettre en commentaire quel est ton livre préféré lu en 2023 ou alors quel est le livre qui t'a marqué le plus en 2023. Je te dis à tout bientôt et que le plaisir de lire soit avec toi.